Rousseau à la plage, Le naturel dans un transat, aux éditions Duno, par Hélène Soumet. Avertissement au lecteur. Nombre de critiques ont spéculé sur les maladies mentales de Jean-Jacques Rousseau. Nous n'entrerons pas dans ce débat. Il est avéré que les grands génies ont souvent débordé hors du registre de la normalité, registre suffisamment flou pour être contestable. Nous savons que Rousseau a été réellement persécuté, condamné, exilé, surveillé, espionné, qu'il a subi calomnies et dénonciations, injures et violences personnelles, que sa maison fut caillassée, qu'il a dû affronter les autodafés du contrat social et de l'Émile d'abord à Paris, puis à Genève, que l'Église a inscrit ses ouvrages à l'index et que nombre de penseurs des Lumières l'ont ostracisé, méprisé, raillé. Ainsi, il a dû fuir ses persécuteurs, ulcéré par cette mise à l'écart. Il ne nous semble pas pertinent de formuler un diagnostic sur un être aujourd'hui disparu. Un autre point plus délicat doit être examiné. Ses ouvrages sur l'éducation sont parfois invalidés au vu de l'abandon de ses enfants illégitimes. Ce dont on ne dispose d'aucune preuve historique d'ailleurs. Les explications de Rousseau au cours de sa vie, son repentir et ses remords n'effacent pas ce geste quasi criminel eu égard aux chances de survie offertes aux bébés déposés aux enfants trouvés. Pour autant, il demeure fondamental de s'intéresser à sa doctrine extrêmement audacieuse et visionnaire, qui fait entrer l'éducation dans une démarche libératrice. Car l'éducation rousseauiste est étrangère à toute perspective de dressage et de formatage. Suivons les pas de ce grand génie, cet adorateur de la nature sauvage, des montagnes et des torrents, ce précurseur du romantisme, ce chantre de la liberté, fondateur de notre pensée politique, compositeur et théoricien de la musique, ce visionnaire même qui, au siècle des Lumières, osa se défier du culte exclusif de la rationalité, susceptible de détruire l'homme et le monde. À travers les multiples péripéties et les drames de sa vie, nous comprendrons qu'il a éprouvé intensément les contradictions de son époque qui voyait le salut de l'homme dans la raison et le progrès technique. En ces temps troublés, où l'on questionne avec angoisse l'éducation et la citoyenneté, où la nature est menacée, il nous semble essentiel de méditer les textes fondamentaux de cet auteur, d'autant qu'un thème revient sans cesse dans ses écrits, la recherche du bonheur. Chapitre 1. La plus belle des rencontres. En 1928, la commune d'Annecy, sous l'égide de l'Académie Florie-Montane, décida d'exaucer le vœu le plus cher de Jean-Jacques Rousseau. Il avait suggéré, dans les Confessions, que l'on ceigne d'un balcon en or le lieu sacré où, à 16 ans, il avait rencontré pour la première fois l'éblouissante Madame de Warrens. Que ne puis-je entourer d'un balustre d'or cette heureuse place? Que n'y puis-je attirer les hommages de toute la terre? Petite précision grammaticale. C'est un endroit charmant, une place verdoyante au bord du Thiou, rivière dans laquelle se déversent les eaux claires du lac d'Annecy. Actuellement, dans la vieille ville, près du conservatoire de musique, dans une cour pavée, vous découvrez en effet un balustre doré, qui n'est certes pas en or, avec un buste de Jean-Jacques Rousseau. Y figure une inscription en lettres dorées. Ici, le 21 mars 1728, le jour des rameaux, Jean-Jacques Rousseau rencontrait Madame de Warrens. Rencontrait, d'après le souvenir de nos leçons de grammaire, nous ne manquerions pas de nous étonner, car un fait daté et révolu est conjugué habituellement au passé composé, s'il est proche de nous, ou bien au passé simple s'il est lointain, ou s'il appartient à l'autre monde, celui de la littérature. Pourquoi, au lieu du passé simple, cet emploi de l'imparfait? Il s'agit ici de l'imparfait historique, narratif ou pittoresque. Cet imparfait confère à cette rencontre un intérêt dramatique, permet de revivre l'événement dans sa durée, sa complexité, et surtout laisse entendre qu'il n'est pas un fait anodin. Au contraire, cet imparfait suggère que cette rencontre sera suivie de bouleversements, de changements, et se prolongera presque éternellement. En effet, pour ce jeune vagabond affamé, cette rencontre prodigieuse transformera sa vie affective et intellectuelle. Peut-être même par la personnalité remarquable de Madame de Warrens, a-t-elle révélé son génie. Le philosophe n'oubliera jamais sa bienfaitrice,
lui qui n'avait jamais connu ni la tendresse, ni l'affection d'une mère. Qui était Madame de Warens? Était-elle si douce? Françoise Louise de la Tour du Pil, aristocrate suisse fortunée, cultivée, de religion protestante, devint orpheline très jeune et vécut malgré tout une enfance idyllique avec ses tantes au domaine des Bassets. Lorsque ses tantes meurent, elle est mise en pension pour perfectionner sa culture. Hélas, à peine sortie de l'enfance, la riche héritière est mariée, à 14 ans, à Sébastien Isaac de Loïs. Le contrat de mariage ne la protège guère et stipule que le marié recevra de la part de son père le domaine de Vuarens et que les biens de Françoise seront accordés à son cher époux. En jouissance exclusive. Sébastien Isaac de Loïs se retrouve ainsi à la tête d'une belle fortune, tandis que son épouse n'a droit qu'à une petite pension pour ses frais. Ils prennent bientôt le nom de leur domaine, Vuarens, qui devient Warens. Malheureuse en amour, sans enfant, Françoise se consacre aux affaires, fonde des manufactures textiles et des sociétés d'extraction minière. Elle était née, écrit Rousseau, pour les grandes affaires. Audace extrême. Le soir du 5 août 1726, à 26 ans, elle quitte tout, abandonne époux, confort, situation sociale et délaissant sa patrie, s'enfuit en barque, traverse le Léman jusqu'à Évian, accompagnée par son secrétaire et amant, Claude Anet. Sachant que le roi de Piémont-Sardaigne réside dans la ville, elle se jette à ses pieds en pleurant. La Savoie, partie du royaume de Piémont-Sardaigne, l'accueille. Elle espionne alors pour le compte du roi Victor Amédée II, qui lui accorde une pension de 1550 livres pour autant qu'elle abjure le protestantisme. Ce qu'elle fait. À Annecy, elle s'occupe des réfugiés, nouveaux convertis au catholicisme, tout en participant à des réceptions à Turin, notamment pour effectuer ses activités d'espionnage. Passionnée de botanique, elle a hérité des recettes de guérison de son père, un mage, sorte de médecin guérisseur, et fabrique désormais élixirs, potions, baumes et magistères, aménageant un jardin botanique. Mais sa liberté lui coûte fort cher. En 1727, lors de son divorce, tous ses biens sont confisqués par son époux. Femme de science s'intéressant à la chimie, femme d'action audacieuse, elle est également une remarquable épistolière, entourée d'admirateurs lettrés, d'artistes et de savants. Libre de mœurs, libertine même, elle connaît de nombreuses aventures sentimentales. Une personnalité éblouissante, à la fois sage et libre, dont on saisit ce qu'elle a pu provoquer sur Rousseau. Il s'en inspirera, en lissant cependant son caractère fougueux et versatile pour le personnage de Julie dans La Nouvelle Héloïse, et se souviendra des récits qu'elle lui faisait de son enfance au domaine des Bassets pour décrire la propriété de Clarens dans le royaume éponyme. Éblouissante rencontre à Annecy. En ce printemps 1728, le jeune Jean-Jacques fuit Genève et son maître d'apprentissage brutal et violent. L'adolescent de 16 ans vagabonde sur les chemins, affamé, étourdi par sa liberté toute neuve, à l'affût de rencontres opportunes. Dans les confessions, il se décrit comme un jeune homme avenant, mais encore ignorant de la puissance de ses charmes. Le jeune fugueur conseillé par un certain monsieur de Pontvert rencontré sur le chemin pourrait trouver refuge à Annecy chez une dame de charité. Cette proposition déplaît à l'adolescent timide, emprunté, mais fier, qui ne goûte guère d'inspirer la pitié, d'autant qu'une telle protectrice ne devait présenter aucun attrait. Je m'étais figuré une vieille dévote bien rechignée. Avait-il le choix? Après avoir longuement marché, erré, admiré la nature et les paysages bucoliques du comté de Savoie, retardant ainsi l'arrivée au but de son voyage, il parvient à Annecy. Vers l'évêché, on lui indique une femme qui se dirige vers l'église. Madame de Warens, c'est elle. Il court. Au bruit de ses pas, elle se retourne. Jean-Jacques se fige, saisi d'admiration, stupéfait de découvrir une jeune femme au visage pétri de grâce, aux beaux yeux bleus, au teint éblouissant et à la gorge enchanteresse. Ce n'est pas uniquement cette beauté, ce visage radieux, ce sourire qui le charme. Il éprouve immédiatement un accord des âmes, une paix délicieuse.
Un lien indéfectible se tisse en un instant. Le jeune homme, pourtant timide et gauche, loin de trembler, de sentir son cœur chavirer, éprouve aussitôt une sérénité qu'il conservera sa vie durant, en présence de celle à qui il devra tout. Ce n'est pas une passion naissante, mais le plus bel amour de sa vie, qui diffuse alors en son âme un espoir de bonheur, une immense confiance en l'avenir. Tout de même, lors du premier dîner avec cette noble dame, tout affamé qu'il est, le jeune vagabond manque d'appétit, ose à peine toucher au mets raffiné, submergé par le ravissement et l'admiration éperdue qu'il voue à son hôtesse, femme délicieuse, aussi fraîche qu'une fleur de printemps. Voici alors deux êtres qui se font face. L'un se décrit ainsi. J'étais bien pris dans ma petite taille, j'avais un joli pied, la jambe fine, l'air dégagé, la physionomie animée, la bouche mignonne, les sourcils et les cheveux noirs, les yeux petits et même enfoncés, mais qui lançaient avec force le feu dont mon sang était embrasé. Quoique j'eusse l'esprit orné n'ayant jamais vu le monde, je manquais totalement de manières. Et l'autre. Elle avait un air caressant et tendre, un regard très doux, un sourire angélique, une bouche à la mesure de la mienne, des cheveux cendrés d'une beauté peu commune et auxquels elle donnait un tour négligé qui la rendait très piquante. Il était impossible de voir une plus belle tête, un plus beau sein, des plus belles mains et de plus beaux bras. Madame de Warens s'enquiert de cet étrange jeune homme emprunté, aux yeux vifs, et lui demande les raisons de sa fugue. Chapitre 5. Bonheur chez Madame de Warens. De Turin, le jeune Jean-Jacques, chassé de son dernier poste pour quelques sottises, repart à pied chez Madame de Warens. Il traverse à nouveau les Alpes. Encore un long chemin parsemé d'aventures et d'émois amoureux. Rousseau baigne dans la splendeur des paysages, les cimes enneigées, les torrents, et les forêts ne manquent pas de l'inspirer. La montagne est née avec Rousseau. Au XVIIe siècle, ainsi qu'en ce siècle des Lumières, l'univers de la montagne restait inquiétant, hostile et profondément dangereux. Les hommes craignaient ces sommets impressionnants, ces rochers menaçants, ces vallées encaissées aux torrents ravageurs. Ces régions éloignées de la civilisation, à cause des moyens de communication quasi absents, étaient peuplées par des habitants considérés comme des sauvages, vivant pauvrement en autarcie. Trop sauvages, trop chaotiques, gigantesque et traîtresse, la montagne est décriée, on la fuit, on l'ignore, et elle ne saurait provoquer le moindre sentiment esthétique. Et pourtant, dans les Confessions comme dans le roman La Nouvelle Héloïse, Jean-Jacques Rousseau fait éloge des paysages alpins. Des torrents aux eaux claires, tout un monde inconnu des citadins que les lecteurs, délicieusement étonnés, découvrent tel un paradis retrouvé. Les cascades fraîches, les prairies en fleurs, les neiges éternelles, les forêts, la vie simple des habitants, tout concourt à recréer l'image du paradis, de l'homme vivant en harmonie au rythme de la nature, dans une simplicité heureuse. Il inaugure une nouvelle manière de se promener, non pas dans les larges allées ratissées fréquentées par le beau monde, mais lors d'une randonnée solitaire dans la montagne sauvage et sublime. Les sommets élevés, les précipices vertigineux, les neiges éternelles, cette nature où tout est démesure élève l'âme du promeneur. Bien loin des villes, au-dessus des miasmes et des misères humaines, celui qui grimpe inlassablement n'atteint-il pas les cimes célestes? Dépasser, surplomber, se hausser près des cieux, contempler la voûte étoilée, c'est communiquer avec le divin. L'ascension en montagne est, pour Rousseau, une élévation spirituelle. Il semble qu'en s'élevant au-dessus du séjour des hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestres, et qu'à mesure qu'on approche des régions éthérées, l'âme contracte quelque chose de leur inaltérable pureté. Ainsi Saint-Preux, le héros de la Nouvelle Héloïse, fait-il l'éloge de ces lieux qui apaisent ses souffrances, qui émoussent ses désirs non seulement par l'air pur, mais aussi par les paysages magiques, surnaturels, qui ravissent les sens et l'esprit. D'ailleurs, n'est-ce pas dans les montagnes que résidaient autrefois les dieux? Alors, l'émerveillement devant la nature puissante et sauvage révèle à la conscience l'infinie beauté, l'infinie variété de la création divine. Je ne trouve point de plus digne hommage à la divinité que cette admiration muette qu'excite la contemplation de ses œuvres.
Parmi les splendeurs contemplées, Rousseau accorde une attention particulière à l'eau. Le paysage de Genève, au bord d'un magnifique lac traversé par le Rhône tumultueux, a bercé son enfance. L'eau est un thème récurrent dans l'éloge de la nature. J'ai toujours aimé l'eau passionnément, et sa vue me jette dans une rêverie délicieuse. Ce beau lac dont les rives et les montagnes qui le bordent enchantaient ma vue. La contemplation de l'eau favorise les rêveries, le léger chuchotis des ruisseaux et des sources, le murmure que provoque l'écoulement incite à la mélancolie. L'eau, symbole du temps qui s'enfuit, nourrit la nostalgie de l'irréversible. Plongé dans 1000 rêveries confuses mais délicieuses. Rousseau d'ailleurs nage et se baigne chaque fois qu'il le peut. Sur le chemin du retour vers Madame de Warens, Rousseau, très sensible à la beauté féminine et surtout aux douces blondes sophistiquées, multiplie les amourettes éphémères. Pourtant, le jeune homme revient en tremblant auprès de sa bienfaitrice, qui lui inspire une amitié tendre et voluptueuse, une douce familiarité. Sera-t-il le bienvenu auprès de sa muse enchanteresse? Un amour incomparable. Voilà notre nouveau catholique à Annecy, le cœur battant, frappant à la porte de Madame de Warens. Étrangement, il se sent de retour chez lui alors qu'il n'est guère familier de ces lieux. Sans doute, cela vient-il du sentiment d'attachement que lui inspire cette adorable femme, de cette bienveillante sécurité que l'on ne ressent qu'auprès de sa mère ou des siens. « Pauvre petit, te revoilà donc, » dit Madame de Warens. Aussitôt, elle mande une servante pour lui préparer une chambre. Quel bonheur! Enfin, il va demeurer près de celle qu'il aime avec une infinie tendresse. Tendrement, elle l'appelle « petit » et lui « maman ». « J'étais le plus heureux des hommes », écrit-il. Commence alors la période la plus heureuse de sa vie. Le bonheur est là, à chaque instant, à chaque frémissement de son cœur. La nuit, lorsqu'il repose dans le lit où un jour elle avait dormi. Le jour, dans les jardins lors des longues promenades, dans les doux sourires de maman, dans l'étude délicieuse et les lectures, où Rousseau parachève son éducation, dans les rires lors des fabrications d'élixirs si chers à sa bienfaitrice. Malgré sa culture, le jeune homme reste encore maladroit en société, aussi bien dans une assemblée qu'en tête-à-tête. Souvent embarrassé, il ne sait que dire, car sa sensibilité exacerbée prédomine sur l'agilité de son esprit. En outre, ce génie qui a produit une œuvre considérable dans un style classique inimitable peine à écrire. Ses manuscrits sont raturés, brouillons, les phrases s'y entremêlent. Hélas, cette vie était trop douce pour pouvoir durer. Madame de Warens, soucieuse de lui trouver une position dans le monde, le confie au séminaire pour qu'il se perfectionne et trouve sa voie. Adieu la vie joyeuse et riante en compagnie de la femme aimée. Finalement, sa lenteur, sa maladresse le sauvent. Il n'est même pas bon à être prêtre et est renvoyé chez sa bien-aimée. Jean-Jacques tente alors sa chance comme maître de musique à Lausanne, passe l'hiver 1731 à Neuchâtel, vivant de ses leçons. Il marche encore jusqu'à Paris, où il voudrait devenir précepteur. Il échoue et rentre finalement pour la 3e fois chez sa protectrice, à Annecy. Il a 20 ans. Madame de Warens, maman, maîtresse. Mais piètre administratrice, Madame de Warens doit bientôt quitter Annecy. Elle s'installe à Chambéry, dans une maison campagnarde aux Charmettes. Là, Rousseau étudie, herborise, compose de la musique, chante, vagabonde. Il peut de nouveau éprouver le sentiment merveilleux du bonheur. Lorsque l'on se contente de ce que l'on possède, lorsque chaque instant est vécu comme un présent du ciel. Madame de Warens, pourtant, accorde quelques privautés à Claude Anet, son secrétaire et amant, sans que son jeune protégé s'en offusque. Les liens qui les unissent sont indéfectibles et ses sentiments uniques. Il l'aime follement, plus qu'une mère, qu'une sœur, comme une âme sœur, d'un amour incomparable. Et lorsque Jean-Jacques commence à avoir un certain succès auprès des dames, Madame de Warens s'affole. Va-t-il tomber dans les bras de n'importe quelle femme? Alors, pour préserver sa vertu, pour l'arracher au péril de la jeunesse, elle le prend comme amant. Hélas, je l'aimais trop pour la convoiter, écrit-il. Il n'apprécie guère ce changement de statut qu'il subit comme une nécessité.
Madame de Warens le forme en même temps à la vie sociale, lui enseigne les bonnes manières, trouve un maître pour l'initier au maniement des armes, lui fournit également un maître de danse. Mais il ne goûte pas l'art de tuer un homme, et ses pieds maladroits en font un piètre danseur. La recherche du bonheur. L'objet de la vie humaine est la félicité de l'homme. Mais qui de nous sait comment on y parvient? Écrit Rousseau dans la deuxième lettre morale adressée à Madame d'Houdetot, une de ses protectrices. La recherche du bonheur se déploie dans toute son œuvre, de la nouvelle Héloïse aux Confessions, en passant par les écrits politiques. Lancés dans cette quête désespérée, les hommes errent et suivent aveuglément leurs désirs, leurs passions, sans trouver une once de félicité. C'est un fait. L'homme a quitté l'état de nature où le bonheur consistait à ne pas souffrir et à vivre, tout simplement. Comment désormais le retrouver dans cette société corrompue? Le bonheur est un état permanent qui diffère du fugitif plaisir. Être heureux, c'est pouvoir savourer chaque instant. Mais il faut une certaine sagesse pour savoir se contenter de peu et brider les rêves impossibles. On redécouvre chez Rousseau les grandes lignes d'une antique sagesse digne des épicuriens, sobre et jouissant du moment présent. Carpe diem. Mais le bonheur reste un fragile équilibre, car contrairement aux épicuriens qui supprimaient radicalement les désirs, l'homme, selon Rousseau, doit simplement les limiter, se préserver de ceux, factices, que nourrissent les chimères de son imagination, et maîtriser le futile désir de paraître plutôt que d'être. Les seuls désirs qu'ils doivent suivre sont ceux qui épanouissent sa liberté et sont bons pour lui. Comment savoir? Merveilleux commencement. Toutes les périodes de bonheur de notre auteur se déroulent lorsqu'il est au contact de la nature. D'abord chez le pasteur Lambertier durant sa prime jeunesse, dans les monts du Salève, puis à Annecy et aux Charmettes avec Madame de Warens. Le bonheur de Julie, héroïne de la nouvelle Héloïse, se situe pareillement dans les campagnes charmantes de la Suisse. Un lac, un verger, et voilà le bonheur possible. Les arbres, les oiseaux, les eaux, toutes les richesses de la nature contribuent au bonheur de qui s'extasie sur les merveilles du Créateur. Aux Charmettes, dans ce cadre idyllique, les activités contribuent à ce fragile équilibre. Études, lecture, culture, pour le simple plaisir d'apprendre, et non pour des raisons sociales liées à la vanité. Plus tard, le bonheur enchantera Rousseau à Ermenonville, à Montmorency, à l'île Saint-Pierre, mais jamais dans les villes de Paris ou Genève. À la fin du XVIIIe siècle, naît un engouement pour un retour à la nature. Est-ce à la faveur des œuvres de Rousseau qui ont un retentissement dans toute l'Europe? Hélas, apprécier le spectacle de la nature dans la solitude ne présente guère d'attrait, et inciterait plutôt à la mélancolie, comme le vivront plus tard les romantiques du XIXe siècle. Pour être parfait, ce bonheur champêtre doit se partager avec l'être aimé. Dans l'œuvre de Rousseau, les plus beaux moments d'extase sont ceux des commencements. Le point du jour, le lever de la lune, le printemps. En voyant renaître la nature, on se sent ranimé soi-même. L'image du plaisir nous environne. Ces compagnes de la volupté, ces douces larmes, toujours prêtes à se joindre à tout sentiment délicieux, sont déjà sur le bord de nos paupières, écrit-il dans l'Émile. Et dans l'amour, quoi de plus délicieux que les prémices, les doux émois de l'incertitude? L'enfance qui s'émerveille devant tout ce qui se présente à ses sens est le modèle de cet état de grâce. Choyons donc nos enfants, laissons-les jouir du plaisir d'exister, de sentir et de rêver dans de doux paysages. Rousseau à la plage, le naturel dans un transat, chez Duno Éditions, par Hélène Soumet. Je vous invite à lire l'intégralité de cet ouvrage. J'aime énormément cette collection. J'avais déjà lu Darwin à la plage. Il en existe dans tous les domaines. Vous avez toutes les personnalités à la plage. Hélène Soumet est professeure de philosophie. C'est l'auteur de nombreux livres, notamment dans cette collection.